Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Pierre Morin. Tel que prévu, il est 1 heure et je vous souhaite une bienvenue tranquille au webinaire pour présenter le programme Expérience Emploi Jeunesse de l'Association canadienne des parcs et loisirs. On va se donner 1 minute là, pour laisser le temps aux gens de s'installer puis de commencer. De toute façon, ceux et celles qui vont arriver en retard ne manqueront rien puisque ce webinaire est enregistré. Ça me permet de demander à Mme Perron, Sophie, de nous dire si les gens entrent. OK. Oui. Donc, comme je disais, on va se donner 1 petite minute. Normalement, il y aurait de la musique d'ambiance et je vais vous épargner le fait de chanter. Voilà. Nous avons cet après-midi environ 150 personnes d'inscrites au webinaire. On comprend qu'on devrait être au moins la moitié de ça. Sophie, est-ce que nous en sommes là? On est à 66 en ce moment. Très bien. Bon, on se donne encore un petit 20 secondes, puis on va commencer. Bon, mais par respect pour tous ceux qui sont là à l'heure, nous commençons. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue. Encore une fois, je me présente. Mon nom est Pierre Morin. Je suis le directeur général du réseau Accès Participation qui agit comme mandataire pour l'Association canadienne des parcs et loisirs ici au Québec et partout en francophonie dans le reste du Canada pour les projets du type d'expérience emploi jeunesse, expérience jeunesse emploi. Donc, il me fait plaisir, juste quelques notes peut-être avant de commencer. Je vous signale que le webinaire est enregistré, donc vous pouvez à tout moment par la suite le réécouter sans problème. Pour tout ce qui touche les questions, parce que vous pouvez avoir plusieurs questions, je vous dirais que normalement, l'ensemble des questions devraient être répondues dans le cours du webinaire. Je vous suggère de les prendre en note. Cependant, si vous en avez quand même, mettez-les dans le chat. Dans la boîte de discussion et on y reviendra à la fin. Normalement, on espère effectivement avoir pu répondre à l'ensemble de vos questions d'ici à ce temps-là. Ça fait plaisir, entre autres, de parler de ce programme-là, l'Expérience Jeunesse Emploi. C'est la 3e année du programme. J'espère que je ne vole aucun scoop à M. Doucette qui va parler du programme plus longuement. Mais on est très fiers parce que l'an passé, c'est 900 000 $ qu'on a pu remettre à peu près 75 organisations. Cette année, ça va être un peu moins, mais quand même, des sommes assez appréciables. Et ça suit, pour ceux et celles qui nous suivent au réseau Accès Participation, ça suit l'appel de projet de l'Association canadienne sur le projet Rejoindre tous et chacun. Ceux et celles qui ont appliqué le savent, nous avons remis 1,55 million de dollars à 90 organisations voici 2 semaines. Nous sommes actuellement, ça aussi vous le savez peut-être, on vient juste de terminer la campagne de projet dans le cadre du projet Défi Ensemble, on bouge de participation. Et là, on pense pouvoir remettre d'ici au 31 mars 1 million à des organisations de partout au Québec. Et bien, Expérience Emploi Jeunesse, c'est la 3e partie de nos programmes qu'on fait au printemps. Donc, nous sommes effectivement au réseau Accès Participation très fiers. Je sais que ce n'est pas ça les informations que vous vouliez avoir, que vous vouliez avoir des informations sur le programme Expérience Jeunesse Emploi, dont nous sommes très fiers. Et je vais demander à M. Rémi Doucette de vous expliquer ce qu'il en est du programme, puis de vous expliquer comment on peut appliquer, puis quelle joie c'est ce programme-là. Vas-y, Rémi. Merci Pierre. Donc, oui, dans le fond, je suis le coordonnateur pour le Québec. Donc, je vais m'occuper du webinaire aujourd'hui. Je vais vous donner les informations. Comme le disait Pierre, tout au long du webinaire, vous pouvez y écrire des questions. Si jamais, il y aura une période de questions à la fin pour les gens qui voudront avoir certaines informations. Sinon, c'est toujours possible de m'écrire directement aussi pour avoir des réponses à vos questions. Il y aura le courriel qui sera laissé là, à la fin du webinaire.
Donc, expérience jeunesse-emploi, expérience emploi-jeunesse, là, ça se peut que j'utilise les deux appellations. On parle du même programme. En fait, on va faire un petit peu le tour, savoir comment appliquer, qui est éligible et tout ça, en tentant de répondre au mieux à vos questions. Donc, la date limite pour déposer une demande est le 17 février 2023. Donc, les intervenants, vous avez moi qui va s'occuper du webinaire, Madame Sophie Perron qui est à la technique et Monsieur Morin qui vous a fait l'introduction et qui aura peut-être certaines choses à rajouter pendant la présentation. Donc, l'heure du jour, on va faire un aperçu du programme, comment appliquer, quelques informations supplémentaires et, comme je le disais, une période de questions à la fin. Aperçu du programme. Donc, c'est quoi le programme Expérience Emploi Jeunesse? À la base, c'est un projet qui est subventionné par le gouvernement du Canada dans le cadre de la stratégie Emploi et compétences jeunesse. L'idée, en fait, c'est de donner la chance à des jeunes de travailler dans le domaine des parcs et loisirs. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le site de la CPL qui est indiqué ici. ACPL, CPRA aussi dans vos recherches pourrait peut-être vous aider à arriver directement sur le site. Expérience emploi jeunesse, c'est quoi? C'est un programme, comme le disait M. Morin, sur 3 ans, qui a débuté en janvier 2020 et qui se termine cette année en décembre 2023. L'objectif du programme était de donner des emplois à plus de 350 jeunes. On est déjà près de ce nombre-là, donc il sera largement dépassé là, avec les emplois qui seront distribués au cours de l'été. C'est des subventions salariales de 100 qui peuvent aller jusqu'à 10 000 pour les jeunes qui vont travailler. C'est aussi un soutien de jusqu'à 4 000 pour aider à la relation entre le mentor et mentoré. Et aussi, c'est important de savoir qu'il peut y avoir un support supplémentaire dans certaines situations au besoin. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est possible au-delà de ces montants-là si votre organisme a besoin de support, de soutien et d'argent supplémentaire pour pouvoir venir en aide aux jeunes. Donc, c'est possible d'avoir des soutiens supplémentaires. Et le financement est versé directement à l'employeur après la période de travail. C'est important de prendre note que c'est après la période de travail. Donc, vous avez une réclamation à effectuer et les sous vous sont distribués après. Donc, vous devez assumer le salaire de l'employé et vous serez remboursé à la suite de la période d'emploi. Les objectifs du programme, donc tout d'abord au niveau de l'emploi, comme je l'ai dit, c'était d'offrir des stages à plus de 350 jeunes. Et point important, en particulier ceux qui font face à des obstacles à l'emploi, c'est vraiment la clientèle et vraiment les jeunes qu'on vise. Ceux qui font face à des obstacles à l'emploi, ça va revenir souvent et pour nous, c'est vraiment un critère important de sélection. Mentorat, en fait, c'est de permettre aux jeunes de profiter de l'expérience d'un mentor. Au niveau des compétences, on cherche à développer les compétences, à élargir les réseaux, à accroître les connaissances dans le secteur des parcs et loisirs. Pour ce qui est des jeunes, d'accroître le recrutement et la rétention des jeunes faisant face à des obstacles à l'emploi au Canada. Et au niveau du soutien, c'est de fournir un soutien qui est indispensable aux communautés pour embaucher des jeunes afin de faire progresser leurs priorités en matière de parcs et loisirs. Quels sont les organismes qui sont admissibles? Les municipalités, les villes, les villages, les districts régionaux, communautés autochtones, gouvernements autochtones et aussi les corporations de loisirs et autres organismes à but non lucratif avec une lettre de soutien. J'ai souvent des questions sur la lettre de soutien. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est vraiment d'avoir une preuve qu'il y a une collaboration entre votre organisme et la ville. Donc, tout simplement, la ville qui écrit effectivement, cet organisme offre des loisirs, offre du soccer au nom de la ville, offre des activités. Et à ce moment-là, c'est suffisant comme lettre d'appui. C'est important aussi de savoir que cette lettre-là peut être déposée au-delà du 17 février. On est conscient que des fois, dans les délais, ça peut être un peu difficile d'obtenir rapidement la lettre. Donc, vous pouvez déposer la demande. Vous m'écrivez un courriel, vous écrivez un courriel en disant « je n'ai pas encore la lettre, on est en attente de l'avoir » et à ce moment-là, nous, on l'ajoute à votre demande. Quels sont les jeunes qui sont admissibles? Les jeunes doivent avoir entre 15 et 30 ans au début du stage, c'est très important. Au moment où la première journée de travail débute, le jeune doit avoir entre 15 et 30 ans afin d'être admissible. Il doit être citoyen canadien, résident permanent
ou une personne protégée au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, une personne qui est légalement autorisée à travailler au Canada, un jeune qui est légalement autorisé à travailler selon les lois et règlements provinciaux territoriaux pertinents. Donc, on parle des jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi. C'est qui ces jeunes-là? De qui on parle? Ben, en fait, les jeunes qui décrochent tôt du secondaire, donc les jeunes décrocheurs, des jeunes qui sont récemment immigrés, les jeunes qui font partie des minorités visibles, les jeunes qui vivent avec un handicap. Ça pourrait être aussi des jeunes parents monoparentaux, des jeunes qui vivent dans un ménage à faible revenu, à faible revenu, des jeunes en situation d'itinérance ou qui doivent se loger, qui ont un logement précaire, des jeunes qui vivent dans des régions rurales ou éloignées. Donc, tous ces jeunes-là sont admissibles. J'ajoute à ça aussi que je suis conscient du contexte présentement, que pour beaucoup de municipalités, c'est juste difficile de trouver des jeunes qui sont prêts à travailler et qui veulent avoir votre emploi. Par contre, pour la CPL, ce qui va être important, c'est vraiment de démontrer un effort, d'essayer de rejoindre ces jeunes-là. Mais le critère principal, c'est que les jeunes doivent avoir entre 15 et 30 ans. Par contre, c'est votre responsabilité d'essayer de rejoindre ces groupes-là. Le financement, en fait, comme on le disait, subvention salariale à 100%, allocation jusqu'à 4 000 par mentor pour le soutien dans leur implication. Des fonds supplémentaires au cas par cas. Vous devez passer par le coordonnateur régional pour faire la demande. À ce moment-là, on fait la demande à la CPL qui va regarder ce qu'il peut faire pour vous aider. Les stages peuvent varier en durée. Donc, c'est un minimum de 4 semaines. Le jeune doit être en emploi minimalement 4 semaines et ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et le stage de travail doit être complété d'ici le 30 novembre 2023. Pour ce qui est du travail, bien, ça peut être à la fois du travail à temps plein, à temps partiel, occasionnel, peu importe. Tout ce qui peut fonctionner pour vous et ce qui peut fonctionner pour le jeune, toutes ces catégories sont admissibles. Afin de vous aider à accompagner les jeunes dans leur travail, eh bien, il y aura un guide de mentorat qui vous sera fourni, qui peut vous donner des bons conseils, des astuces, des façons d'entrer en communication avec le jeune. Donc, le guide vous est donné automatiquement. Et il y a aussi une formation qui est offerte pour les gens qui vont participer au programme. Habituellement, cette formation-là est prévue aux alentours du mois de mai. Donc, on a la chance d'avoir une personne qui vient nous parler du guide et qui vient nous donner des petits trucs, conseils et amener un échange sur comment bien accompagner les jeunes qui vont travailler avec nous pendant notre période de travail. La définition du mentorat, ben, en fait, ça consiste à jumeler une personne d'expérience à une personne qui souhaite améliorer ses compétences. C'est une façon efficace d'aider les membres du personnel à renforcer des compétences essentielles, à soutenir l'apprentissage dans le milieu de travail et à améliorer la productivité. On remarque qu'il y aurait une réelle différence quand le jeune est accompagné, il a la chance d'avoir quelqu'un, d'avoir un modèle pour l'aider. Et c'est souvent très favorable autant aux jeunes qu'à la personne qui s'implique. Je pense qu'au niveau de la valorisation aussi, c'est intéressant des deux côtés. Les avantages du mentorat, pour la personne qui est mentorée, renforcement des compétences, l'amélioration de la confiance en soi, l'augmentation de la motivation, renforcement du sentiment de satisfaction au travail, l'amélioration de la productivité et l'extension des réseaux. Pour le mentor, des possibilités accrues de partager ses compétences et ses connaissances. On a aussi la possibilité de développer son leadership. Aussi, de renforcer le sentiment de satisfaction lors de son travail et aussi de renforcer le sentiment de valorisation dans le travail. Et finalement, tout comme pour la personne qui est mentorée, l'extension des réseaux. Les dates à retenir, les dates importantes. En fait, pour déposer votre demande, la date limite est le 17 février 2023. Donc oui, la date approche. Par contre, on va passer tout à l'heure à travers un petit peu le processus de demande. La demande n'est pas très longue à compléter, donc vous avez le temps de le faire. D'ici là, si vous avez des questions, comme je vous le dis, vous allez pouvoir écrire et avoir des réponses à vos questions afin de réussir à compléter votre demande. L'avis de décision, elle sera rendu au plus tard le 24 mars 2023 par la CPL, par le biais d'une lettre
et d'un message courriel qui vous informe si vous recevez ou non la subvention. Le premier jour d'emploi possible, c'est le 1er avril 2023. Donc, la décision est rendue le 24 mars. Si déjà au 1er avril, vous avez la confirmation que votre jeune est prêt à travailler et que c'est approprié pour vous, vous pouvez débuter à partir de cette date-là. Et le dernier jour d'emploi admissible sera le 30 novembre 2023. La fin du programme, 31 décembre, pourquoi elle est différente? En fait, c'est la date à laquelle tous les formulaires doivent être complétés. Donc, vous aurez à la fin de l'activité à compléter votre demande. Le jeune a aussi à s'enregistrer auprès de nous. Donc, tous ces éléments-là doivent être faits au plus tard le 31 décembre afin de recevoir votre subvention. On arrive un petit peu plus dans les détails de comment déposer une demande, c'est quoi les étapes et qu'est-ce que vous avez à faire. Donc, sur le site de la CPL, on va se diriger en haut sur l'onglet Financement. C'est ce qui va apparaître devant vous. Et ici, en bas à gauche, vous avez Faire une demande. Donc, en cliquant à cet endroit-là, vous allez avoir accès au formulaire. Le formulaire, comme vous pouvez voir ici, c'est marqué 2022. C'est seulement le changement qui n'a pas été fait. Vous allez arriver sur le formulaire 2023, mais il est identique à celui de 2022. Donc, c'est exactement ce à quoi vous allez être confronté. Donc, la première étape, les coordonnées, le nom de votre organisation, le type d'organisation. Ensuite de ça, on continue avec votre adresse, numéro de téléphone, comment vous rejoindre. J'insiste et j'insisterai peut-être pas assez sur l'importance de votre adresse courriel. Donc, vérifiez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que c'est de cette façon-là que vous allez, recevoir votre réponse et c'est de cette façon-là qu'on va communiquer avec vous. Donc, c'est vraiment important que votre adresse courriel soit bonne. Donc, assurez-vous de la vérifier en complétant votre demande et avant de l'envoyer. Ensuite, vous aurez quelques questions et ici, on insiste sur le fait, vous voyez l'onglet en bas à droite, Enregistrer. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de revenir dans votre demande. Vous allez recevoir par courriel un lien, justement avec le bon courriel que vous allez avoir entré. Donc, vous allez recevoir un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer et continuer votre demande et revenir dans votre demande. Donc, vous n'êtes pas obligé de la compléter en une fois. Une fois que vous avez le lien, vous pouvez continuer. L'important, c'est de toujours enregistrer les modifications que vous avez faites. Nombre de postes demandés. Vous voyez ici, c'est inscrit une seule demande par organisme. Chaque organisme peut faire la demande de financement pour 2 expériences de travail. Je vais préciser un petit peu ici. En fait, l'organisme peut déposer seulement une demande, peut faire 2 postes, mais les postes doivent être similaires, ça doit être la même chose. Si vous faites une demande pour 2 postes différents, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Par contre, le formulaire n'est pas fait en sorte que vous puissiez le faire. Donc, à ce moment-là, vous devez déposer 2 demandes différentes. Donc, oui, il est dit de faire seulement une demande, mais il y a une exception à ça. Si vous voulez faire une demande pour 2 postes qui sont différents, à ce moment-là, vous pouvez déposer 2 demandes au nom de votre organisme. Voilà. Donc, étape 2, la demande de financement. Donc, on rentre dans la partie la plus importante pour vous. Comme M. Morin le disait au début du webinaire, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'organismes qui font la demande. On veut distribuer beaucoup d'emplois. Par contre, il est clair que ce n'est pas tout le monde qui va être sélectionné, donc c'est très important de bien compléter votre demande. Ça ne veut pas dire que parce que l'année dernière, votre organisme a obtenu une demande, une subvention, que nécessairement l'année prochaine, ce sera la même chose. Donc, prenez le temps de bien le compléter et de bien nous démontrer pourquoi vous devriez être sélectionné pour cette subvention. Donc, 40 de l'évaluation sera en lien avec ces 2 petites étapes-ci. La description de l'emploi, donc en 200 mots, essayez de respecter le 200 mots. Vous devez décrire quelle sera la tâche du jeune. Je vous rappelle qu'on parle de jeunes qui font face à des barrières à l'emploi. Donc, si pour faire l'emploi, ça prend un bac en peu importe quoi ou quoi que ce soit, on n'est peut-être pas dans la bonne catégorie. Donc, l'emploi doit être stimulant, mais il doit être aussi réalisé par le jeune et il doit aller chercher vraiment une expertise à partir de ça. Donc, veuillez décrire comment l'emploi va aider le jeune à développer ses habiletés. Donc, ce qu'on cherche, c'est un emploi qui est intéressant, qui va être stimulant et c'est très important dans l'évaluation. Qu'est-ce que le jeune va tirer de cet emploi-là?
Ensuite de ça, vous avez l'étape suivante, les dates prévues de début et de fin. Et aussi, il va être question du salaire qui va être demandé. C'est vraiment pour avoir une idée, pour être capable de faire un budget, de faire une prévision. Il y a des choses qui pourront changer. Si, exemple, votre jeune était prévu pour commencer le 30 juin et que finalement, il commence un petit peu plus tard, c'est pas grave. Il peut y avoir des modifications qui sont apportées. Et même chose au niveau du salaire. C'est vraiment pour avoir une idée et se faire un portrait et être en mesure de regarder combien d'organismes pourront être financés. Donc, salaire et encore une fois, l'importance d'enregistrer pour conserver vos informations. Étape suivante, 30% sur comment votre organisation rejoindra les jeunes dans le processus d'embauche et les jeunes qui font face à des barrières à l'emploi. Donc, s'il vous plaît, ne pas nous dire que vous ne ferez pas d'efforts. C'est très important pour nous. Et effort, ça ne veut pas seulement dire on va envoyer une annonce sur Facebook ou quelque chose du genre, mais plus concrètement. Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer avec les maisons de jeunes, avec des centres communautaires? Comment vous allez trouver justement ces jeunes-là qui font face à des barrières à l'emploi? Comment vous allez réussir à les rejoindre? C'est important de nous le démontrer, de nous démontrer cet effort-là. Comme je le disais précédemment, on est conscient que c'est difficile présentement de trouver des jeunes, mais justement, c'est là où je pense qu'il faut trouver des idées novatrices et trouver des façons d'aller les rejoindre. Encore une fois, on enregistre pour s'assurer de garder nos réponses. Mentorat, maintenant, comment la personne qui sera responsable du mentorat accompagnera le jeune. Ici, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous allez vous rencontrer? Est-ce que le jeune sera en tout moment accompagné par quelqu'un? Est-ce qu'il y a des rencontres prévues aux semaines, aux 2 semaines? Est-ce qu'il y a des rencontres de groupe? Donc, comment le mentorat va s'articuler autour de ce jeune? Excusez-moi. Aussi, on vous demande si l'organisme a déjà offert des opportunités de mentorat. Donc, si oui, veuillez nous décrire un petit peu qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'était passé et nous donner un petit peu les grandes lignes de cette expérience que vous avez vécue. Ensuite de ça, on parlait de besoins supplémentaires. Donc, si le jeune embauché a des besoins supplémentaires, est-ce que votre organisme sera en mesure de répondre à ces besoins? Si oui, de quelle façon vous allez réussir à répondre aux besoins particuliers du jeune qui pourrait être embauché par vous? Encore une fois, on répète, au besoin, la CPL peut offrir un financement plus important, comme on le disait tout à l'heure. Déclaration, donc, rendu là, on dit si ma demande est approuvée, je confirme que mon organisation se conformera aux exigences d'évaluation. Ensuite, c'est important de confirmer qu'aucune autre source de financement fédéral va financer les activités proposées dans cette demande. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres sources de financement qui va payer l'emploi de ce jeune-là. Ensuite de ça, les étapes suivantes. Dans votre déclaration, vous êtes conscient en déposant la demande que ce n'est qu'une demande. Ce n'est pas officiel que vous allez être accepté. Vous allez faire partie du processus. Comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes. Il y a quand même plusieurs emplois, oui, mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va être sélectionné. Et ici, très important, ajoutez votre signature avant d'enregistrer finalement votre demande pour pouvoir ensuite la soumettre officiellement. Vous devriez recevoir un courriel de confirmation. Merci de la part de la CPL. Merci d'avoir soumis votre demande. Et à partir de là, votre demande est envoyée et elle sera analysée dans les délais qui ont été décrits tout à l'heure. Les critères d'évaluation, on les a survolés un petit peu vaguement, mais je vais vous les répéter. Donc, démontrer que l'emploi offre un potentiel de développement des compétences, démontrer que des efforts vont être faits pour rejoindre des jeunes qui sont confrontés à des obstacles, démontrer que l'organisation a la capacité et l'intention d'offrir un environnement de mentorat favorable et aussi de faire la démonstration que les emplois s'aligneront sur les objectifs de l'expérience emploi jeunesse. Ici, c'est un partage d'un organisme qui a justement engagé un jeune et qui a pu bénéficier de cette situation-là. Et aussi, souvent, ça peut donner une deuxième chance à des jeunes. Des fois, il y a des jeunes qui ont peut-être pris des mauvaises décisions dans leur vie. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on abandonne pour eux. Donc, Expérience Emploi Jeunesse, c'est un peu ça aussi, donner une deuxième chance et peut-être se permettre en tant que municipalité, organisme,
d'avoir un regard différent sur certains jeunes. Et justement, le fait d'avoir un mentor avec nous, d'être accompagné, ça peut assurément changer la vie de certains jeunes et de faire en sorte qu'ils deviennent des jeunes qui sont très productifs dans la société. Puis je pense que dans le domaine des parcs et loisirs, on veut accrocher ces jeunes-là et peut-être espérer qu'éventuellement, ils feront une carrière dans ce domaine-là. Ils nous aideront à bénéficier puis à faire bénéficier les gens d'un paquet de belles activités. Si vous avez des questions, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, vous avez ici les directeurs régionaux, les gens qui sont responsables de chacune des provinces. Pour ce qui est du Québec et de la francophonie, c'est moi qui est ici. M. Morin n'aime pas beaucoup ma photo, mais l'important, ce n'est pas mon image, mais bien l'adresse courriel que vous avez ici, donc r doucette@commercial-réseauaccès.com. Donc, pour toute question, c'est souvent la façon la plus simple de communiquer avec moi. Ensuite de ça, je peux vous retourner un appel ou tout simplement répondre à votre courriel. Donc, ça fait le tour de ce que moi j'avais à vous présenter. Je n'ai pas regardé entre-temps les questions et tout ça dans le chat, mais s'il y avait des gens qui avaient des questions à poser, c'est le moment, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Sophie, Pierre, si vous avez suivi questions et réponses ou quoi que ce soit, mais on serait rendu à cette période-là. Bien, félicitations, Rémi, pour avoir livré un webinaire en 25 minutes puis en ayant couvert l'ensemble des sujets. Alors, félicitations pour ça. Oui, on a eu quelques questions et la seule à laquelle on n'a pas pu répondre, c'est quoi le délai entre le moment où l'emploi se termine, où les gens vont soumettre leur rapport, puis le moment où on va recevoir l'argent? C'est une bonne question. Habituellement, les délais habituels sont d'environ 2 semaines avant de recevoir l'argent. C'est quand même relativement rapide. Par contre, tout dépend aussi des fois des différents programmes de la CPL. Il y a des moments, des fois, où c'est un petit peu plus achalandé, il peut y avoir des délais un peu plus grands. Mais je vous dirais qu'habituellement, aux alentours de 2 semaines, une fois tous les rapports complétés, les sous sont versés. OK. OK. Je vois ici une réponse, une question qui me demande d'avoir une description du domaine des parcs et loisirs. Bien, ce que ça me permet de dire, effectivement, à l'ensemble des personnes, puis j'aimerais vraiment insister sur l'opportunité qui est offerte dans le cadre de ce programme-là de découvrir des talents dans votre milieu qui vont pouvoir découvrir le milieu de ce qu'on appelle les parcs et loisirs. Alors, on comprend bien que dans parcs et loisirs, c'est tout ce qui va toucher l'offre de services directs à la population dans le domaine. Puis, c'est assez large comme description. Ça peut être autant des activités, dites de loisirs, donc des moniteurs de loisirs, des coordonnateurs peut-être, des animateurs, ça peut être des gens qui vont animer dans des parcs régionaux, ça peut être des gens qui vont travailler manuellement, même dans des parcs régionaux. Je vous rappelle qu'il faut que ce soit des emplois, et ça fait partie de l'évaluation, des emplois qui sont intéressants, pertinents, puis qui peuvent offrir des débouchés par la suite. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, dans ce programme-là, ce qu'on a particulièrement apprécié dans les dernières années, c'est qu'il y a plusieurs des jeunes qui ont été embauchés comme stagiaires qui sont demeurés à l'emploi du milieu de stage parce qu'ils se sont découverts du talent, parce que ça convenait bien, puis parce que l'employeur a pu profiter de cette opportunité-là, de cette subvention-là pour essayer quelque chose. Donc, je pourrais vous dire que il faut mettre ça vraiment à contribution. Vous avez une occasion assez exceptionnelle de pouvoir essayer quelque chose. Je me rappelle, entre autres, l'an passé, on a eu une très belle expérience dans un village, dans une municipalité, je m'excuse, en Estrie, où quelqu'un était embauché, qui avait effectivement rencontré des barrières à l'emploi, puis comme disait Rémi tantôt, qui avait peut-être fait des mauvais choix, puis qu'on a embauché comme coordonnateur en loisirs, puis qui s'est révélé être une personne pleine de talent parce que le mentor a pu l'aider, puis qui travaille maintenant à temps plein pour la municipalité. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour continuer, oui, Pierre, juste pour continuer, quelques exemples, tu en as nommé quelques-uns, mais je vais une courte liste d'emplois qu'on a financés l'année dernière. Là. Les animateurs de camp de jour, préposés au parc, espace vert, entretien paysager, surveillance de parc, assistance à la programmation, responsable à l'accueil, assistant loisirs journalier. C'est tous des emplois
qui ont été financés l'année passée. Donc, ça vous donne un petit exemple des types d'emplois qui peuvent être sélectionnés. Merci, effectivement. Puis je vous rappelle que c'est un des éléments importants dans l'évaluation. Donc, je me rappelle que dans les années passées, il y a des gens qui nous proposaient des emplois de, par exemple, manutentionnaire pour tonne de gazon. Pas certain. Je vous dirais, si on a le choix de soumettre ça, puis j'ai rien contre les gens qui coupent le gazon, puis, par exemple, un emploi de coordonnateur ou un emploi d'animateur, bien, vous voyez où est-ce qu'on en est là-dessus. Est-ce que, Rémi, on me dit, par exemple, est-ce que c'est seulement 2 postes par organisation? Par exemple, on est un organisme en but lucratif, mais on a 7 établissements différents. Est-ce qu'on peut demander 7 postes ou on devrait demander un poste pour chacun des établissements? Bien, c'est vraiment 2 postes par organisation. Et je vous dirais aussi qu'il y a un souci de partage, en fait, à travers la province et à travers le Canada aussi. Donc, on essaie de distribuer dans différentes municipalités, différents endroits, les emplois. Quelqu'un qui me demandait, nous sommes dans le Grand Nord canadien, est-ce que le transport de l'étudiant peut être compris dans la subvention? Moi, je vous dirais que c'est quelque chose qu'il faut demander dès le départ dans la demande. Mais normalement, si vous êtes dans le Grand Nord canadien, en tout cas, je ne suis pas persuadé, mais il doit y avoir des jeunes là-bas, dans les communautés, qui rencontrent de sérieuses barrières à l'emploi. Donc, ça pourrait être quelque chose. Mais si c'est pour, peut-être, transporter un jeune d'un village, d'une communauté à une autre pour qu'il puisse travailler, j'imagine que c'est quelque chose qui peut être envisagé. Ton avis là-dessus, Rémi? Oui, puis ça fait partie un petit peu quand on disait tout à l'heure qu'au cas par cas, il peut y avoir des dépenses supplémentaires qui sont autorisées. C'est le genre de choses que vous pouvez demander directement. Donc, il pourrait y avoir, oui, le salaire qui est prévu et faire la demande pour, à côté, avoir du financement pour le transport. Ça s'est vu, ça a déjà été fait. Ça dépend effectivement des montants. Ça prend l'approbation de la CPL, mais oui, ça peut être quelque chose qui est possible. J'ai une question ici qui me demande, est-ce qu'en tant qu'MRC, par exemple, je peux aller chercher des fonds pour permettre à un OSBL d'avoir un ou une stagiaire? Bien, ce qui m'apparaît très plus simple, c'est que l'OSBL en question fasse la demande et qu'il inclue un soutien de votre part, une lettre de soutien de votre part. Ça le rendrait admissible à ce moment-là. Ça serait peut-être plus simple aussi en termes de gestion. Sinon, en tant qu'MRC, vous pouvez effectivement demander un ou une stagiaire. Ça, il n'y aura pas de problème. À la question, est-ce qu'on peut embaucher un jeune qui est déjà membre de l'organisme? Si vous me dites qu'il est déjà employé, c'est une chose, mais si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, puis c'est un jeune qui rencontre des barrières à l'emploi, puis que les critères s'appliquent, ça pourrait. Donc, ne vous empêchez pas pour ça. Encore une fois, écrivez bien la situation pour qu'on comprenne bien quel type d'emploi, quels efforts vont être faits pour ce jeune-là. Mais si vous avez déjà effectivement identifié un jeune qui rencontre des barrières à l'emploi, vous pouvez aussi le mentionner. Ça, c'est pas, ça prête pas, ça vous nuit pas. Le taux horaire, c'est situé entre 16 et 18. L'an dernier, Rémi, on a eu des salaires qui allaient jusqu'à 20 et 22 $. Est-ce que je me trompe? Oui, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que dans le fond, la subvention maximale est de 10 000 $. Donc, rendu là, dépendamment le nombre d'heures ou quoi que ce soit, il n'y a pas de critères officiels pour le salaire. Effectivement, ça peut monter à 20, 22 $. On a vu même 25 $. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au-delà du salaire et du nombre d'heures, la subvention, elle, ne dépassera pas 10 000 $. Une question très précise ici, Rémi. Ça concerne l'étape 5 du formulaire à la deuxième déclaration. Veuillez confirmer qu'aucune autre... Oups, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de... Excusez-moi, j'ai perdu ma question. OK, il y a quelqu'un qui a répondu. Donc, ce n'était pas la question 5. Ça concerne les autres sources du gouvernement fédéral. Effectivement, l'emploi que vous proposez ne peut pas être subventionné par 2 programmes du gouvernement fédéral. Donc, il faut juste s'assurer que vous répondez clairement à ce niveau-là. Des exemples de soutien supplémentaire, bien, par exemple, vous embauchez quelqu'un qui vit avec une limitation, qui est en fauteuil roulant et vous n'avez pas de bureau adapté. Vous avez une jeune maman et vous avez besoin de soutien pour la garderie ou pour faire garder les enfants. Vous avez quelqu'un vous êtes dans vous voulez offrir du transport à quelqu'un, vous voulez lui payer les billets d'autobus, vous voulez lui payer son transport, c'est possible.
D'autres exemples, Rémi, peut-être? Ben, c'est même déjà arrivé, un intervenant pour accompagner vraiment un jeune qui aurait des besoins, qui pourrait avoir une déficience ou quelque chose comme ça. Ça aussi, ça a déjà été vu. Ça peut même être une personne qui va accompagner un certain nombre d'heures le jeune pendant ce temps-là, au-delà du mentorat. Ce genre de choses qui peuvent être possibles. Comme je parlais tantôt, faire une rampe d'accès ou quelque chose du genre pour rendre l'endroit plus accessible. C'est le genre de dépenses qui sont admissibles. Excellent. Donc, on peut même, comme tu viens de dire, ça peut même prévoir l'embauche de quelqu'un pour l'aider à l'intégration à l'emploi. Exact. OK. Quand on parlait de réseau tout à l'heure, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'on voulait dire par si l'emploi aidera le jeune à développer ses réseaux. Bien, est-ce qu'il va être enfermé? Normalement, ça devrait lui donner l'occasion de rencontrer des gens qui sont dans le domaine des parcs et loisirs. Donc, de susciter chez lui son intérêt à travailler dans le milieu. C'est de ça qu'on parle. Donc, on ne parle pas de. Il y a plusieurs réseaux auxquels on pourrait songer ici, mais naturellement, on parle de réseaux professionnels. J'ai une question très, très précise qui concerne les URLS. Est-ce que nous devons fournir une lettre d'appui? En fait, normalement, les URLS ne pourraient pas appliquer à ce programme-là parce que ce programme-là vise vraiment les municipalités. Et vous avez vu la liste tout à l'heure. Et les organismes puis la dernière ligne que Rémi a mentionnée, c'est vraiment les organisations de loisirs qui interviennent sur le territoire au nom d'une ville dans l'offre de service. Alors, à ce moment-là, il faudrait que vous ayez effectivement, en tant qu'URLS, vous devriez avoir une lettre d'appui d'une ou deux municipalités avec lesquelles vous allez intervenir sur le territoire, clairement. Juste l'URLS comme tel, ce n'est pas tout à fait l'objectif du programme, même si je reconnais le besoin puis je reconnais la pertinence du travail que vous faites. Alors, comme vous me dites, ce sera plus difficile de demander des lettres d'appui à plusieurs des villes et municipalités. Non, juste une. Déjà, ça serait bien. Quelqu'un qui me demande un emploi dans le cadre de l'accès au lac et le lavage de bateaux fait-il partie des emplois admissibles? Je vous dirais qu'on a un autre programme qui pourrait peut-être plus cadrer. Je vous dirais que le lavage de bateaux ne fait pas nécessairement partie d'un emploi général dans les parcs et loisirs. Je ne pense pas que les évaluateurs de projet vont le noter très haut. Je me permets de ce commentaire-là, mais je suis pas mal certain. Si le jeune embauché nous laisse tomber, que nous pouvons le remplacer, est-ce que la nouvelle personne sera quand même admissible? Si effectivement, je comprends bien, Rémi, puis tu me corrigeras, si c'est un jeune qui rencontre des barrières à l'emploi ou qui s'inscrit dans les paramètres, sa nouvelle personne-là pourrait quand même être admissible. N'est-ce pas, Rémi? Oui, mais je vais préciser là-dessus, Pierre, que pour qu'un jeune soit admissible, le minimum est de 4 semaines, comme décrit tout à l'heure. Donc, s'il y a un jeune qui devait quitter pour pouvoir réclamer le salaire de la première personne qui était là, bien, elle doit avoir fait minimalement 4 semaines à l'emploi et la personne suivante doit aussi minimalement travailler 4 semaines. OK. Budget total de l'enveloppe que vous possédez pour subventionner ces emplois. Moi, je vous dirais, ne vous empêchez pas de faire des demandes parce que ça peut arriver souvent, particulièrement en fin d'année, que lorsque le nombre de demandes dépasse le budget qu'on a, tout à coup, il y a des enveloppes de fin d'année qui peuvent arriver. Puis, pour les enveloppes par province, je vous dirais que ça dépend aussi du nombre de demandes qui arrivent par province. Donc, il n'y a pas un budget réservé déjà d'emblée par province. Ça dépend vraiment du nombre de demandes qui sont demandées, qui sont déposées dans chacune des provinces, puis même, je vous dirais, dans certains cas, dans les langues. Donc, ne vous empêchez pas pour ça. Si ces jeunes sont déjà à l'emploi en tant qu'entraîneurs sportifs et que nous les engageons comme animateurs pour le camp de jour cet été, serait-il admissible? Bien, normalement, on veut embaucher des jeunes qui rencontrent des barrières à l'emploi. Si votre entraîneur sportif est déjà embauché, ce n'est pas quelqu'un qui rencontre des barrières à l'emploi. Ceci dit, normalement, le programme vise des jeunes qui viendraient découvrir le milieu ou à qui vous voulez offrir une opportunité supplémentaire. Fait que, je ne peux pas vous dire qu'il n'est pas admissible, mais ce n'est pas l'objectif du programme. Si on se comprend bien.
m'excuse, je lis les questions ici. On a déjà fait j'ai fait 2-3 fois que je la vois, celle-là. On a fait une demande d'emploi Été Canada pour le même camp de jour, pour un emploi différent. Si on a la subvention Emploi Été Canada, est-ce que nous pourrons avoir la subvention Expérience Jeunesse Emploi comme ce n'est pas le même emploi? C'est là, dans votre dernier bout de phrase, c'est exactement la réponse que j'attendais. Ça ne peut pas être le même emploi. C'est clair, on ne peut pas recevoir 2 subventions pour le même emploi, mais vous pouvez avoir une subvention Emploi Été Canada pour une portion des emplois dans votre organisation, puis une autre subvention d'Expérience Jeunesse Emploi pour d'autres emplois. Fait que ça, c'est correct. Avez-vous des organismes qui vous approchent avec ce type de jeunes et d'aide? Le programme est intéressant. J'imagine que je dois contacter les organismes. Bien, je sais qu'il y a plusieurs organismes d'embauche ou de travail auprès des jeunes qui connaissent ce programme-là, puis même que ces organismes-là risquent de communiquer avec des municipalités pour dire « Hey, j'ai des jeunes qui pourraient être intéressés ou intéressants à être embauchés. » Moi, je vous incite effectivement beaucoup à faire affaire avec ces groupes-là. Des groupes de recherche d'emploi, des groupes de soutien aux jeunes. Je pense, par exemple, dans la région de l'Estrie ou dans le coin de Cowansville, à Plein Rayon, il y a des coopératives d'emploi, il y a des maisons de jeunes, comme le disait tout à l'heure Rémi, avec qui vous pouvez faire affaire. Il y a une question ici. Si la municipalité nous soutient dans l'organisation d'un camp de jour sportif, nous pouvons, à titre OBNL, être éligibles au soutien financier? Tout à fait. Vous êtes un OBNL qui agit au nom de la municipalité sur le territoire dans l'offre du service. Ça vous rend tout à fait éligible à un emploi. Il y a quelqu'un qui me demande pour les charges sociales. Bien, généralement, les charges sociales à la responsabilité de l'employeur, dépendant de si vous êtes ou non soumis par des éléments particuliers dans votre municipalité, c'est entre 12 et 16 %. Donc, ça tourne autour de ça. Oui, elles sont assumées par le programme. C'est ça. Oui, il y a quelqu'un. Oui, OK. Il y a une question ici qui est en train d'être répondue à Mme Boucher. Je reviens encore à la. Bon, je récupère ma question de tout à l'heure. À l'étape 5 du formulaire, veuillez confirmer qu'aucune autre source de financement fédéral ne financera les activités proposées. En fait, la question est très simple, Rémi. On doit répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on dit oui, il n'y a pas d'autres sources ou non, il y a des autres sources? Et On doit dire oui, il n'y a pas d'autres sources. Je viens de te confondre. Oui, il n'y a pas d'autres sources. Et en fait, ça confirme un peu ce que M. Morin disait tout à l'heure, c'est que oui, ça peut être pour un autre emploi, mais pas pour cet emploi-là. Donc, c'est ce que vous confirmez qu'il n'y a pas d'autres sources dans cet emploi. Donc, on confirme que oui, il n'y aura pas d'autres sources. Exact. J'espère que la question est claire. Oui, il y a quelqu'un qui me demande le domaine du tourisme. Bien, écoutez, je vous dirais que le tourisme, dans le domaine, ça touche quand même un peu la notion de parc ici. Alors, l'embauche d'un guide, par exemple, pour faire visiter des lieux ou des chutes, par exemple, comme c'est mentionné dans la question, c'est tout à fait un emploi qui est admissible. Il y a quelqu'un qui me dit je suis dans un très petit milieu rural. Déjà, en partant, ça rend la majorité des jeunes dans votre milieu éligibles, si ça peut vous rassurer. Si finalement la personne embauchée après avoir demandé de l'aide des partenaires n'a aucune particularité, bien, vous comprenez, il n'y a pas de souci. Le fait que vous soyez dans un petit milieu, le fait que vous fassiez des démarches, ça rend le jeune admissible. Puis on a très rarement rendu un jeune inéligible. Encore une fois, expliquez la situation comme il faut dans votre projet. Expliquez-nous quelle démarche vous allez faire et c'est ça qui va pour nous indiquer que vous êtes dans une démarche qui est respectueuse des objectifs du projet. OK, il y a quelqu'un qui me dit j'ai déjà une convention avec la Ville. Est-ce que la première page de ma convention avec la Ville va être acceptée? Mais oui, si vous avez déjà une convention de cette nature-là, vous n'avez pas besoin de demander une lettre spéciale à la Ville. Envoyez-nous ça. Ça nous prouve que vous êtes un organisme qui est délégué par la Ville pour l'offre de service sur le territoire.
Si on me pose une question très précise ici sur si l'OBNL est un centre EQUESS offrant des services adaptés pour les personnes ayant des besoins particuliers, est-il admissible avec une lettre de la municipalité? Oui, effectivement. C'est un centre EQUESS. C'est des activités qui sont dans le domaine et on parle d'offrir du soutien à des personnes qui ont des besoins, qui ont des besoins particuliers. Oui. N'oubliez pas, le jeune qui va être embauché est aussi une personne qui rencontre des barrières à l'emploi. Donc, c'est tout à fait cohérent et conséquent avec votre mission. Alors, excuse-moi, Rémi, comment on fait si on soit la subvention mais qu'on ne trouve pas de jeunes? Et en fait, si je ne me trompe pas, c'est que vous devez payer le jeune d'abord, puis on vous remet l'argent par la suite. Alors, si vous ne trouvez pas de jeunes, ben, vous ne recevrez pas la subvention. Est-ce que je me trompe, Rémi? Exactement, mais il n'y a pas de pénalité. Il y a pas, en fait, au départ, vous recevez le contrat, vous confirmez oui, j'accepte de prendre l'emploi. Excellent, on fait le contrat ensemble. Et si jamais vous ne trouvez pas de jeunes, ben, à ce moment-là, vous faites seulement que nous informer. À ce moment-là, on annule le contrat. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de remboursement. Comme Pierre disait, en fait, vu que l'argent est distribué à la fin, vous ne recevez tout simplement pas la subvention à ce moment-là. Je suis en train de faire le tour des questions. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je m'excuse ici, on lit rapidement. Ben, je pense que ça fait le tour des questions, effectivement. En espérant, puis là, on serait ouvert là, si vous avez une ou deux questions. Si nous, une bonne question aussi. Si nous avons 2 mentors, est-ce possible d'avoir 2 fois le budget de 4 000 $? C'est une excellente question, mais c'est non. Vous avez 4 000 $ au total comme budget pour le mentor. Mais encore une fois, ces 4 000 $-là, ce n'est pas nécessairement pour payer le mentor. C'est pour soutenir l'organisation dans le fait qu'elle a agi comme mentor auprès du jeune. Alors, tu sais, ce qu'on va vous demander à la fin de l'exercice, c'est combien est-ce que ça a coûté pour l'exercice de soutien au mentor. C'est surtout la question principale qui va être posée. Mais il ne peut pas avoir 2 mentors qui vont être payés 2 fois 4 000 $. Mais je vous dirais, c'est beaucoup de créativité. Ben, félicitations pour la question. Mais par contre, il pourrait y avoir 2 mentors qui se partageraient pas le montant, mais qui seraient, on pourrait avoir un jeune qui serait associé avec 2 mentors, mais le montant ne changerait pas, il serait quand même de 4 000 $. Excellent. Je souligne aux gens qui ont levé la main qu'on ne prend pas les interventions live. On préférait que vous posiez des questions dans la boîte de discussion. Il y a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on a plus de chances d'avoir la subvention si on a déjà offert du mentorat? Bien, vous avez vu tantôt les pourcentages qui sont accordés à chacune des questions et à chacun des types de réponses. Alors, c'est clair qu'une organisation qui a déjà offert du mentorat, qui a de l'expérience là-dedans, puis qui sait où est-ce qu'il s'en va, a peut-être plus de chances qu'une organisation qui ne l'a jamais fait. Par contre, si un projet est très bon et que l'emploi est excellent et qu'on a vraiment une belle opportunité, bien, le fait de ne pas avoir déjà offert de mentorat, il faut commencer quelque part à un moment donné. Donc, ça pourrait aussi ça pourrait être un emploi qui serait sélectionné tout autant qu'un autre qui a déjà donné du mentorat. Clairement. Puis dans ce sens-là, comme Rémi l'expliquait tout à l'heure, il y a des pourcentages qui sont accordés à chacune des questions sur la nature de l'emploi, sur les efforts que vous allez faire pour aller chercher des jeunes, puis sur la qualité du mentorat que vous allez faire. Donc, c'est une combinaison de l'ensemble de ces facteurs qui fait que vous allez obtenir ou pas la subvention. Puis on vous le rappelle, cette année en particulier, l'an passé, on a accepté à peu près, je pense, c'est 50 % des demandes. Cette année, ça devrait être probablement dans les mêmes eaux. Alors, donc, il faut que votre dossier soit étoffé. Bien, étoffé. Il faut vraiment que vous vous assuriez que nous comprenons bien ce que vous nous proposez. Et j'aurais le goût de vous dire, mettez un peu d'amour dans votre demande. Si vous voulez vraiment que les gens qui lisent la demande, parce qu'ils vont en lire beaucoup, continuent à la lire, la trouvent pertinente, puis trouvent que c'est un projet qui vaut la peine d'être soutenu. Moi, je vous dirais, c'est un des conseils que je pourrais vous donner. OK. Bien, je pense qu'on est pas mal rendu vers la fin. Rémi, est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter peut-être avant qu'on dise bonjour à tout le monde? En fait, je compléterais sur ce que tu viens de dire avec les pourcentages. Ça veut aussi dire que il y a
de très bons emplois, peut-être aussi, qui ne seront pas financés. Ça ne veut pas dire nécessairement que parce que vous recevez une réponse négative, que la demande n'était pas bonne ou que l'emploi n'était pas bon ou quoi que ce soit, c'est que à un moment donné, sur le nombre de demandes qu'il va y avoir, bien, il y aura assurément des emplois très pertinents, des gens très compétents qui, malheureusement, ne recevront pas de subvention. Comme on disait, il y a plusieurs facteurs qui sont mis en cause et il y a aussi l'aspect géographique où on s'assure de redistribuer dans peut-être chacune des régions un certain nombre d'emplois. Donc, c'est une réalité, mais on vous incite quand même à déposer des demandes, à ne pas hésiter. Et si c'est un refus cette fois-ci, bien, de ne pas hésiter à déposer des demandes sur d'autres programmes qu'on peut offrir. Et ça ne veut pas dire qu'une fois c'est non, que la fois suivante, ce sera le même résultat. C'est excellent comme intervention, Rémi. Merci beaucoup. J'avais une dernière question. Effectivement, le maximum pour le programme, pour l'emploi comme tel, c'est 10 000 $. Le 4 000 $ de mentorat, c'est effectivement un surplus. Donc, puis en surplus de ça, il peut avoir des sommes discrétionnaires pour soutenir l'intégration du jeune à l'emploi. Donc, c'est quand même un programme qui est très, très intéressant. Puis, encore une fois, je peux juste vous demander, faites attention, appliquez. N'hésitez pas à appliquer. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne recevrez pas la subvention que c'est pas parce que vous ne recevrez pas la subvention que ça veut dire que votre projet n'était pas bon, mais au moins présentez-la. Donc, encore une fois, une autre question, puis on finit, c'est la dernière que je prends. Les prochaines, vous pourrez les envoyer directement à... Tu peux-tu juste t'assurer, Rémi, de mettre ton courriel? C'est déjà fait, Pierre. C'est envoyé dans le chat. Merci beaucoup, Mme Perron. Alors, oui, le matériel pour une rampe d'accès, par exemple, n'est pas compris dans le 10 000 $. Je répète, c'est 10 000 $ pour le salaire avec les charges sociales, c'est 4 000 $ pour le mentor et un montant additionnel. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un programme assez exceptionnel. Ce qui me permet de vous dire merci beaucoup tout le monde. On s'était promis de faire ça en dedans de 45 minutes. On est rendu à 52, mais c'est la qualité de vos questions qui nous ont tenus alertes. Alors, on vous remercie pour ça. On vous rappelle, très important, 17 février, la date limite pour présenter le projet. Et effectivement, vous allez avoir votre réponse là, à la mi-mars, en tout cas définitivement avant la fin mars. Merci beaucoup. Au nom de Sophie Perron, au nom de Rémi Doucette, au nom du Réseau Accès Participation et de l'Association canadienne des parcs et loisirs, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite bonne chance. Au plaisir.